Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalist pour le top 20 des films de 2024. Comme d'hab, je précise deux choses. La première, c'est que je ne me concentre pas uniquement sur les films sortis cette année, mais sur des longs métrages que j'ai personnellement découverts en 2024. De fait, il peut y avoir du très récent comme du très vieux. Et la deuxième, c'est que l'intégralité du classement est subjectif. J'essaye toujours d'argumenter sur les bons et les mauvais points de l'œuvre, mais dans l'ensemble, gardez en mémoire que ça reste un avis personnel. Sur ce, passons à l'analyse de mes 20 meilleurs films de 2024. Eh bien ma foi, c'est un film plutôt audacieux. On pourrait difficilement dire le contraire. Dans les années 60, un scientifique, le professeur Mandelbaum, a conçu des badges capables de donner des super pouvoirs. Il a donc créé une famille de super-héros qui se sont succédés au fil des générations. Sauf que dans les années 70, deux anciens membres de la première génération vont engendrer une prise d'otage dans un musée avec pour objectif de récupérer leurs badges. Et si je trouve le film très audacieux, c'est parce qu'il a récupéré toute une esthétique des années 60-70, et qu'il joue avec pendant toute l'intrigue. S'il y a des CGI ou des fonds verts dans le film, je n'ai rien vu. Par contre, ils vont utiliser soit la tactique du hors-champ, soit des effets spéciaux dignes d'un Disney de l'époque. Le seul exemple concret qui me vient, ce serait l'apprentie sorcière. Par exemple, le personnage de Maya, qui peut se téléporter, c'est pas un effet avec fumée, désintégration de particules et tout ça, non. C'est juste des petites étoiles de dessin animé qui sont rajoutées sur la pellicule. Ma foi, c'est original. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages où on a des rajouts de dessins animés comme ça. Et en plus, du fait de l'époque et du design, le côté très kitsch et un peu ringard, il est complètement à sa place en fait. Et ça rend au contraire très bien. L'univers se dévoile au fur et à mesure, et c'est plutôt cool. L'intrigue est globalement cohérente. Là encore, la forme aide pas mal à fermer les yeux sur quelques imperfections du fond. Les personnages sont plutôt bien traités, même si dans l'ensemble, c'est pas la meilleure histoire de super-héros que j'ai jamais eue. Et le rythme est quand même un peu lent. Alors le film dure qu'1h30, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis un petit coup de mou quand même. Mais globalement, j'ai bien aimé le concept, même si c'est pas un film exceptionnel, il se regarde très facilement. Le fameux film de Christopher Nolan sur l'inventeur de la bombe atomique. J. Robert Oppenheimer, de ses études dans son adolescence jusqu'à sa réhabilitation dans les années 60. Enfin, je crois. Parce qu'à mon sens, c'est un des gros défauts du film, c'est son aspect chronologique très flou. On va suivre deux points de vue très distincts, à savoir celui d'Oppenheimer et celui de Lewis Strauss, et celui de Strauss sera intégralement en noir et blanc. Le problème, c'est qu'on va avoir pas mal de va-et-vient temporel, mais pour les deux. Du coup, un spectateur qui connaît pas trop l'histoire des faits, je pense que ça peut facilement l'embrouiller. On a également beaucoup de personnages qui sont régulièrement cités, mais la présentation est assez limitée. Si vous les connaissez pas déjà, d'une part, ça peut gêner votre compréhension. Genre Chevalier ou Laurence, je sais pas qui c'est. Alors ouais, je comprenais à peu près leur lien avec Oppenheimer, mais ils sont tellement en retrait que quand on prononçait leur nom, il me fallait quand même un moment pour me rappeler de qui il s'agissait. Autant quand on cite Einstein, Bohr ou Fermi, là ok, je voyais d'office à qui on avait affaire. Mais pour beaucoup d'autres... sinon je trouve que le film est effectivement très bon. Je trouve qu'on aurait pu scinder l'histoire quand même en deux parties. C'est-à-dire que la plaidoirie finale, on se concentre dessus que dans la deuxième partie du film. Parce que je trouvais que à force de switcher d'un point à l'autre, on se mélangeait un peu les pinceaux. En tout cas, moi ça a été mon cas. Et vu que le film ne donne jamais de date précise, ça aide pas quoi. Si on accepte tout ça, oui, le film est très bon. Les acteurs sont excellents, c'est bien filmé, c'est rythmé. Donc si vous êtes tenté par le pitch et que les défauts que je vous ai cités ne vous dérangent pas, profitez. Nous nous trouvons dans un New York où une nouvelle politique vient d'être instaurée, qui remet en question toutes les conditions requises de genre, de taille ou de poids pour entrer à l'académie de police. Évidemment, beaucoup d'individus sans aucune qualité requise vont tenter de l'intégrer, ce qui n'est pas sans agacer les plus hautes instances de la flicaille. Parce qu'après tout, des femmes, des noirs et des petits gros chez les flics, ça fait un peu déshonorant. Le protagoniste principal, Kae Mahoney, est quant à lui un peu contraint et forcé de rallier l'académie pour ne pas faire un tour en case prison. Il va donc y avoir tout un duel entre lui qui essaye de se faire virer et son supérieur qui essaye de le pousser à démissionner.
Parce que c'est justement le jeu en fait. Mahoney a pas le droit de démissionner et le supérieur n'a pas le droit de virer les étudiants. Il faut qu'ils se barrent d'eux-mêmes. Ce qui du coup est un peu gênant dans le dernier tiers du film où tu as 2 stagiaires qui se font virer. C'est bizarre, je croyais que c'était le truc à pas faire. Donc assez perturbant. On va donc avoir toute une escouade d'aspirants policiers plus ou moins loufoques, en allant des surfeurs racistes à la love interest qui vient d'une famille de la haute, en passant par le gars hyper maladroit et l'obsédé des fusillades. Les gars s'enchaînent sacrément bien, j'ai trouvé. Je me suis beaucoup marré devant pas mal de situations. J'ai notamment adoré le personnage de Larvel, je crois, qui est un gars qui fait des effets de bruitage, mais avec sa bouche. Mais des bruitages tellement réussis qu'il peut te faire croire à une fusillade. Et c'est pas un effet rajouté au montage, hein. C'est vraiment l'acteur de base qui en est réellement capable. C'est hyper impressionnant de savoir ça. Évidemment, il y a quelques aspects 80s qui peuvent plus ou moins bien passer dans le contexte d'aujourd'hui. Genre l'amourette entre le héros et la fille de la haute. Fallait une amourette pour mettre une amourette et l'héroïne tombe un peu dans ses bras sans aucune raison. Mais je pense que c'est un des rares points qui peut vraiment déranger à l'heure actuelle. Et encore, on peut complètement le zapper. Après, le film a eu 6 suites. J'ai aucune envie de la regarder. Déjà parce que les héros sont plus à l'académie de police, donc quel intérêt de continuer. Et j'avoue que le résumé me faisait pas particulièrement envie. Par contre, le premier opus, faites-vous plaisir. Je pense qu'il mérite le visionnage. Nom de diable, qu'est-ce que je viens de regarder? L'histoire concerne 2 frères séparés depuis 30 ans, l'un devenu un agent spécial ultra entraîné, et l'autre un bouseux redneck anglais. Sauf que du coup, les retrouvailles des 2 frangins va avoir son lot de conséquences. Bon, c'est du Sacha Baron Cohen, hein, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui a fait Borat, qui a fait The Dictator, voilà, c'est le... Donc, c'est un très bon humour, mais extrêmement trash. Sans spoiler, le gangbang d'éléphants, je m'en suis toujours parmi. Donc, pas mal de blagues sont très drôles, mais crades. Je suis désolé. Ça réussit à être une très bonne comédie d'action. C'est bien délirante, et en même temps, tu as des scènes d'action qui sont vraiment très bien foutues. Genre, t'as des scènes de combat en vision FPS, au début et à la fin du film, et c'est hyper bien fait. Et évidemment, c'est de la bonne grosse parodie de films d'espionnage. Donc si vous, l'image de l'espion, c'est 007... vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts du tout. Parce que le film se fait un grand plaisir de complètement bousiller l'image des James Bond-like. Donc bref, si vous aimez l'humour trash, mais genre vraiment trash, hein, et que vous appréciez les parodies d'espionnage, je pense que vous pouvez apprécier Grimsby, agent trop spécial. Eh ben, c'est un bon film. Et je me suis rendu compte qu'il était de Stephen Sommers, en plus, le réalisateur de La Momie de 99. Donc c'est un film d'action horreur, mais très axé divertissement. Le film date de 98 et... pour des monstres entièrement réalisés en images de synthèse, globalement, ça passe. C'était plutôt convaincant, ça se voit que c'est de la CGI, et il y a 2-3 passages où oui, c'est très moche. Mais dans l'ensemble, c'est un bien meilleur boulot qu'on peut avoir dans pas mal de films à l'heure actuelle. Le pitch, c'est qu'un groupe de mercenaires se rend sur un paquebot de luxe pour le rançonner, avant de se rendre compte que tous les passagers ont disparu et qu'une menace bien plus importante et sournoise rôde. Si vous regardez le film, je crois que vous pouvez repérer des caractéristiques de la créature, mais qui ne sont jamais relevées par personne. Ce qui d'une manière est assez logique. Hein, genre, t'as une scène qui laisse clairement entendre que la menace se repère au bruit et qu'elle craint la chaleur et les flammes. Et c'est un point qui m'a fait délirer parce que en tant que spectateur, tu t'en rends compte. Mais les personnages, eux, n'y feront jamais gaffe. Ce qui est assez inhabituel pour un film du genre. La VF est globalement bonne, même si... y a... on va pas se mentir, tu as 2 noirs dans les personnages. Le doublage avec un accent un peu caricatural, ça sent que c'était les années 90. Hein. En termes de logique, il y a 2 points qui m'ont gêné. D'une part, au milieu de l'intrigue, tu as l'ultra riche proprio du paquebot qui te sort des explications sur la menace. Ouais, donc tu connais ça, mec. D'où est-ce que t'es devenu un expert de ces créatures? Et sur le final,
où tu sens qu'on est sur de l'enchaînement d'actions pour de le climax. C'est un niveau qui fait qu'au bout d'un moment, tu fais « Ouais, non, là c'est beaucoup trop facile pour que j'y croie. » Maintenant, ça reste un bon film. Pas le meilleur divertissement de tous les temps, mais il fait son taf. Il y a des séquences un peu trop prévisibles et des éléments un peu faciles, mais si vous l'acceptez, je pense que vous pouvez passer un bon moment. C'est quand même un peu gore quand même. Alors, encore une fois, pour un film de 98, tu t'attends pas à avoir autant de jus de groseille dans un film qui est censé être grand spectacle. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'était hyper courant à l'époque. Ceci dit, n'étant pas un grand fan de films d'horreur, ceci explique peut-être cela. Je l'attendais au tournant, celui-là. Dans le top de mes films 2022, j'avais mis SOS Fantôme l'héritage, et j'avais précisé à l'époque que si on avait une suite avec la même équipe, j'étais totalement partant. Et il se trouve que cette suite n'est pas trop aimée. L'histoire, c'est que la famille Spengler a repris la caserne des SOS Fantômes et s'est lancée dans une nouvelle génération des Ghostbusters, cette fois totalement officielle. Manque de bol, va débarquer dans l'histoire un artefact renfermant une divinité maléfique liée au froid, et qui va se révéler être la nouvelle menace de cet épisode. Alors, on va le dire tout de suite, le film est pas parfait. Perso, je préfère le premier. Il y a quelques scènes qui font vraiment trop fanservice, genre la bibliothécaire fantôme, ou quelques sous-intrigues que j'ai trouvé vraiment trop prévisibles, genre l'adolescente fantôme. Franchement, dès qu'on la voit apparaître, j'ai deviné quel allait être son enjeu, et j'ai trouvé son utilité un peu trop facile, quoi. Pareil, le coup des pouvoirs psychiques, ouais, je peux comprendre l'utilité, mais c'est vrai que ça a jamais été véritablement introduit dans l'univers de la saga. Tu revois les premiers films, quand Vecman utilisait les cartes de Zener pour vérifier les capacités télépathiques, c'était plus du flanc qu'autre chose. C'était de l'arnaque totale. Donc là, quand tu nous apprends dans le plus grand des calmes, oui, il y a des pyrokinésistes parmi nous. Pardon. Et pour les défauts qui ont apparemment dérangé les gens, il y a eu l'absence d'humour, et le fait que la vraie menace, celle qui donne son titre au film, n'apparaît que dans les 20 dernières minutes. Alors pour l'humour, je suis désolé, mais c'était pareil dans l'épisode précédent. C'est un ton qui est globalement plus sérieux, voire même assez sombre. Excuse-moi, quand tu vois la scène d'intro, avec la main coupée qui continue à tourner la manivelle, tu fais... Attendez, je suis dans SOS Fantôme ou dans Evil Dead, là? Moi, l'idée de faire de Ghostbusters une licence plus sérieuse et voire un peu sombre, je suis totalement pour. Et quand j'ai fini le film, j'étais même plutôt déçu qu'il soit pas allé plus loin. Quand tu vois la séquence de la plage, avec tous les pics de glace qui commencent à arriver sur la foule en panique, je m'attendais à au moins 1 ou 2 morts. Y'a que dalle. Après, faut pas déconner non plus, t'as toujours quelques touches d'humour par-ci par-là. Ça m'a pas toujours fait marrer, mais au moins c'était pas archi lourd et envahissant, quoi. La menace à retardement, par contre, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, le problème vient plus du titre et du marketing qu'autre chose. Le titre, c'est La menace de glace, ou Frozen Empire dans la version originale. Et toute la campagne a été faite sur le fait que le froid va être la principale menace de cet épisode. Sauf que si tu prends cet angle de marketing, ça veut dire que le froid va être présent au moins 75% de l'intrigue. Je sais pas, tu prends Predator 1 et 2, tu fais pas agir le Predator 20 minutes avant la fin. Pareil, l'héritage, on était centré autour des héritiers de Spengler. Et du coup, on savait pas trop quelle menace allait leur tomber dessus. Donc je comprends que ça ait pu en titiller pas mal. Non, faut pas déconner non plus, je me suis pas fait chier pendant mon visionnage. Parce que les 3/4 du film restaient intéressants et que l'intrigue demeurait globalement logique, même si assez prévisible par moments. Du coup, est-ce que Frozen Empire est un bon film? Oui. Si vous êtes fan du premier, je pense que vous pouvez apprécier. Mais gardez en tête que ça ne tourne pas dès le début autour de la menace, et c'est globalement plus sérieux, mais sans oser aller vraiment dans le sombre. En dehors de ça, oui, je vous le conseille. L'histoire, c'est que des éléments de mutation génétique engendrés par une entreprise maléfique se retrouvent sur Terre et vont infecter 3 animaux, qui vont devenir immenses et inarrêtables. Sauf que l'un d'eux est un gorille, on va dire apprivoisé, par The Rock. Le pitch est simple et rapide, c'est un film d'action avec supplément animaux géants. Alors que vaut le métrage? Il est plutôt bien foutu. L'intrigue est simple mais efficace, il y a quelques trucs un peu faciles dans l'eau, mais en même temps, le bousin n'est pas prévu pour être un Pulitzer. Les séquences de WoW marchent, l'action et la tension sont bien dosées, les quelques blagues qui sortent fonctionnent très bien,
Il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Comparé à la majorité des Marvel qui t'enchaînent presque toutes les 5 minutes, là, s'il y en a 3-4 dans tout le film, c'est tout. Niveau effets spéciaux, c'est globalement bien. Je trouve que les animaux sont super bien faits. Mais c'est vrai que quand t'arrives sur la fin avec les géants dans le même plan que les humains, ouais là, ça commence à tiquer un peu les yeux là. Sinon, un truc qui m'a semblé bizarre, c'est que autant le crocodile et le loup, ils développent des éléments physiques complètement hors sujet, genre des pics ou des collerettes. Ce qui est normal, hein, ils ont reçu un cocktail d'ADN modifié, donc bah oui, il y a des trucs bizarres dans l'eau. Par contre, le gorille, niet, il change pas d'un poil. Et il se trouve qu'à la base, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. J'étais pas du tout au courant. Donc si vous voulez vous occuper 1h40 sans vous prendre la tête, eh ben je vous conseille Rampage. J'ai été très surpris, parce que je m'attendais pas à un film d'animation qui soit aussi réaliste. Enfin, ou plutôt qui parte sur un cadre aussi réaliste. Le pitch, c'est que la jeune Georgia, dans le New York des années 1930, a toujours rêvé de devenir pompier, comme son père. Sauf qu'à cette époque, les femmes ne sont pas acceptées dans les brigades, sauf que voilà que sévit un étrange pyromane qui parvient à capturer tous les pompiers de la ville. Et Georgia va intégrer l'Ultimate Squad en se travestissant. Et je trouve le film très bien. Il joue pas autant sur les sentiments qu'un vice-versa ou un alerte rouge, et oui, il y a un gros message sur, vous vous en doutez, le féminisme, mais c'est pas la lutte absolue du film, c'est juste le personnage de Georgia qui veut réaliser son rêve. L'animation est sympa, j'ai trouvé très bien foutu. Il y a quelques gags un peu classiques, même si globalement c'est pas trop un problème. Je pense que tout le monde va deviner l'identité du grand méchant pratiquement à la moitié du film. C'était assez prévisible, même si ça ne retire rien à la qualité globale du film. Et oui, le cadre réaliste, si on accepte l'aspect un peu magique des bombes du pyromane, c'est les années 30, on se focalise sur les pompiers et sur un peu la vie de tous les jours des New-Yorkais de l'époque, donc ouais, je trouve que le film est vraiment très cool et sympa à voir, avec un petit message féministe. Je vous invite donc à découvrir Vaillante si c'est pas déjà fait. Petite complexité pour vous décrire le pitch, puisque si je vous raconte le synopsis, je vous spoil le premier quart de l'intrigue. Si vous avez lu le résumé ou vu la bande-annonce, vous savez qu'on suit une jeune princesse qui est livrée à un dragon, et donc va devoir survivre. J'aime bien l'intro, qui fait vraiment début de conte de fées, avec la princesse qui se marie et tout, ce qui dure quand même une trentaine de minutes, avec le mystère qui est censé peser sur les véritables intentions de la famille royale. Le problème, c'est qu'on sait déjà. On sait que la meuf va se faire trahir et livrer au dragon, c'est le pitch du film. Donc, pour moi, c'est un point qui est assez déséquilibré, même si, une fois que le film commence vraiment, là, oui, il y a plus de problème. Il y a plus de problème et c'est beaucoup plus intéressant. Le film est pas trop violent, il y a bien quelques giclées de sang, mais j'admets que quand tu connais Netflix, tu t'attends à un moment ou un autre que ça vire au trash, et pas du tout. Même les morts un peu glauques, elles sont vraiment en arrière-plan dans l'ombre, quoi. Donc à moins que tu supportes vraiment pas jusqu'au sous-entendu de la mort, ou que tu sois vraiment très jeune et très sensible, je pense que n'importe qui peut regarder La Demoiselle et le Dragon. Niveau effets spéciaux, je trouvais que ça passait plutôt bien. Bon, il y a quelques fonds verts qui niquent un peu les yeux quand même, mais globalement ça va. Les acteurs, et notamment l'actrice principale, sont plutôt bons, et si on accepte la première demi-heure, je trouve que le film est très bien rythmé. Il y a même quelques manières de filmer et quelques images qui sont assez jolies et plutôt bien pensées. Le design du dragon est assez sympa, pas le plus beau et original que j'ai jamais vu, mais sympa quand même. Alors l'intrigue est globalement assez simple, je pense que c'est facile de deviner certains retournements de situation, mais ça reste une histoire plaisante à suivre. Luck est un film d'animation qui n'est ni un Disney, ni un Pixar. Et en général, les films du style Disney-Pixar qui ne sortent pas des écuries Disney-Pixar, ça a pas toujours été des bonnes expériences. Et c'est l'exception qui confirme la règle. L'histoire est celle de Sam, une jeune fille qui est une poissarde de première. Elle a toujours été une orpheline qui n'a jamais pu être adoptée, et sa vie de tous les jours est un enfer à cause de ça. Enfin, un enfer. Là, tu vois que la meuf s'est quand même vachement adaptée à sa poisse, Et systématiquement, quand il lui arrive un truc, elle arrive plus ou moins à s'en tirer en improvisant avec ce qu'elle a sous la main.
Sauf qu'elle va un jour croiser un chat noir porteur de chance, et en le suivant va tomber dans le monde où sont créées la chance et la malchance. Le film est drôle, c'est pas le genre qui va vous faire exploser de rire à chaque scène, hein, mais bon. Mais chaque fois qu'il y a une séquence de malchance, ou même de chance en fait, il y a des trucs que j'ai absolument pas vu venir, et je me marrais tout seul en fait. Le scénario c'est être émotionnel, sans pour autant aller jusqu'à foutre les larmes aux yeux, même s'il y a eu une ou deux scènes où c'est pas passé loin. L'univers est plutôt bien pensé et très cool à suivre, avec tout un tas de créatures qui sont plus ou moins assignées à la chance ou à la malchance, genre les chats, les trèfles à quatre feuilles, les coccinelles, les leprechauns, qui en VF ont été surnommés les petits trolls. Ouais, pourquoi en français on sait très bien ce qu'est un leprechaun, hein, donc voilà, je vois pas trop... Là pour le coup, cette francisation là, tu vois pas d'où elle sort. Et à d'autres moments, t'as d'autres références qui sont un peu plus obscures. À un moment, je crois que c'était des insectes ou un truc comme ça, ou que les cochons soient liés à la chance et les chèvres et les racines à la poisse. C'est peut-être que ça vient d'une autre culture, mais là pour le coup, je vois pas de quoi. En tout cas, je suppose que c'est des trucs qui viennent d'autres folklores. L'histoire réussit à ne pas être manichéenne une seule seconde, et il n'y a pas de véritable antagoniste. Il n'y a pas de méchant à proprement parler dans l'histoire. Après, ça reste assez enfantin, merveilleux, tout en gardant en tête que faut savoir être mature et prendre sur soi. Donc, globalement, c'était une très bonne découverte, j'ai été ravi de découvrir ce film. Y a-t-il des défauts à lui reprocher? Malheureusement, oui. Le doublage VF est globalement excellent. On a pas mal de très bons comédiens de doublage, genre Donald Renew, Emmanuel Curtil, Cédric Dumont ou Maïk Dara, qui font un très bon boulot. Sauf que le rôle principal a été confié à Loane. Loane, qui est une chanteuse à la base, hein, même si elle a aussi fait un peu de cinéma, et clairement c'est pas une pro du doublage. Elle est pas à chier non plus, mais j'ai souvent trouvé qu'elle était en sous-jeu. Quand à côté t'as que des stars de la voxographie, tu fais mais putain le star talent quoi. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas Luck, je vous invite très chaudement à le découvrir, il y a de fortes chances qu'il vous plaise. Le film sorti de nulle part. Je l'avais dans ma wishlist depuis un moment, mais j'avais plus aucune idée de ce que c'était. L'histoire donc, c'est un univers où se côtoient à la fois les humains et les animaux anthropomorphes, et où le grand méchant loup, le serpent, le requin, le piranha et la tarentule, étant considérés comme des méchants de par leur apparence, eh bien ils ont viré bad guys en devenant cambrioleurs. Pour anecdote, j'ai vu le film le lendemain de mon visionnage de Red Notice. Les bad guys m'a infiniment plus marqué que Red Notice. Alors que là encore, c'est un système de braquage, très classique ici aussi. On trace des plans, mais il y a des imprévus, sauf que c'est beaucoup moins répétitif que Red Notice. Et surtout, il y a une évolution pour les héros. Alors si je voulais être mauvaise langue, je pourrais dire que c'est Zootopie, mais centré sur les cambrioleurs. Sauf que non, en fait, c'est pas du tout le même univers. Déjà, l'intrigue est sensiblement différente, et les animaux côtoient des humains. D'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que t'as des animaux qui sont anthropomorphes, et en même temps, tu as des animaux. Genre, le professeur Marmelade est un cochon d'Inde, et en même temps, tu as tout un tas de cochons d'Inde dans le film, mais qui eux sont des animaux à 100%. Ce qui est assez zarbe comme mélange en fait. On est en droit de se demander comment ça fonctionne. Néanmoins, pour ce qui est de l'intrigue, c'est très cool à suivre. C'est très rythmé, les blagues sont drôles, même si t'en as pas forcément à chaque scène. Les scènes un peu plus émotionnelles fonctionnent, ça, rien à redire. Les scènes d'action sont ultra péchues. Bref, c'était un très bon visionnage, et je me ferai un plaisir de le remater. Bon, par contre, apparemment, ils auraient pour projet d'en faire une suite. Pourquoi pas, mais bon, l'évolution des héros est terminée à la fin, donc il n'y a plus vraiment de raison de les appeler les bad guys en fait. À moins de leur coller une rechute, ce qui serait assez difficile sans faire cliché et répétitif. Mais sinon pour ce long métrage là, c'est un très bon divertissement, et donc je vous le recommande vivement. Depuis la bande-annonce que je l'attendais, celui-là. L'histoire, c'est que plus d'un siècle après être devenu le familier de Dracula, Renfield éprouve quelques remords du fait de tous ses crimes, et surtout souffre de cette relation toxique, au point qu'il se rend régulièrement dans des réunions de personnes codépendantes. En fait, à la recherche du pardon, il traque les personnes toxiques pour les livrer à Dracula. Je suis en train de réfléchir à un truc. Si on garde l'idée, c'est comme quoi un vampire devient plus ou moins ce qu'il bouffe, bah du coup, plus on lui donne à bouffer des personnes toxiques, plus Dracula devient toxique en fait. Sauf que Renfield va involontairement se mettre à dos la mafia locale, mais aussi se mettre à éprouver une grande admiration pour une policière. Littéralement, la meuf refuse de se soumettre, même avec un flingue sur la tempe.
ce qui pour lui, qui est insoumis à 100%, bah, c'est littéralement la lumière au bout du tunnel, quoi. Franchement, le film est très cool, avec un message, on s'en doute, sur les relations toxiques. Les scènes d'action ont des moments très gore, quand même. Hein, pour une comédie d'action, c'est clairement pas tout public. Mais les scènes de combat sont très fun. Il y a eu une ou deux fois où j'ai repéré un peu trop de cuts, ce qui rendait un peu l'action confuse. Mais en dehors de ça, c'était plaisant. C'est également sacrément drôle, hein. On passe pas tout le film à se bidonner non plus, mais quand t'as des vannes, en général, ça vise plutôt juste. D'ailleurs, Nicolas Cage en Dracula toxique, je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est du génie. Le mec est totalement à l'aise dans le rôle. D'ailleurs, globalement, tous les acteurs sont bons. Hein. Bon, le film ne demande pas un niveau dramaturgique exceptionnel, hein, on est d'accord, mais ça passe. D'ailleurs, c'est vrai que l'angle des vampires et de leurs assistants vu comme une relation toxique, c'est vrai que c'est plutôt original, c'est plutôt bien pensé. Après, on va pas se mentir, c'est un bon petit film divertissant, mais ça n'est pas plus. Et surtout, ça n'essaye pas d'être plus. J'ai pas boudé mon plaisir, et même si je me doute que ça plaira pas à tout le monde, ça aura le mérite de vous occuper 1h30. Ouais, parce qu'en plus, le film est pas long. S'il y a bien un film que je m'attendais à voir finir dans les flops, c'est bien celui-là. L'histoire est une adaptation du roman du même nom et raconte l'histoire d'Agatha et Sophie, deux jeunes filles qui se retrouvent emportées à l'école du bien et du mal, qui a pour objectif de former les héros et les méchants des contes de fées. Alors, commençons par les défauts si vous me permettez. On va débuter par les effets spéciaux. Dans l'ensemble, ça va, si on cherche pas l'hyper-réalisme. Mais il y a quand même des fonds verts assez dégueux. Pareil avec certains éléments de décor ou de costumes en fait qui font toc. Ça fait fake, genre les loups de garde ou le sceptre du gnome, ce genre de choses, ça fait fake quoi. Maintenant c'est pas The Flash non plus. Ensuite, ça fait longtemps, très longtemps que j'ai lu le premier tome de la saga, mais de mémoire il y a quand même pas mal de choses qui changent. S'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que j'avais trouvé le style du bouquin un peu léger. Notamment au niveau des descriptions. Vous connaissez la rengaine habituelle du « Ah ouais, ce personnage-là, je l'imaginais pas du tout comme ça ». Bah moi, la plupart des personnages, je les imaginais pas du tout. Exemple très con avec les loups de garde de l'école. Je crois qu'il a fallu que j'attende la fin du premier tome, voire carrément le deuxième, pour piger que c'était des loups bipèdes en armure. Quand tu passes une bonne partie du bouquin sans piger ce détail, je te cache pas que certaines scènes, elles ont une drôle de gueule. Il y a aussi le cas des caractères qui, pour certains, ont quand même énormément changé. Genre le personnage de Dot, qui dans le roman est un personnage qui est extrêmement doux et gentil. C'est même à cause de ça qu'elle se fait pas mal chahuter par les autres en fait. Et dans le film, bah c'est presque devenu la chef du trio des sorcières. Vient ensuite le cas du casting très varié de Netflix. Alors autant vouloir mettre pas mal d'ethnies dans le casting, why not? Maintenant il y a des fois tu te dis, c'était pas une bonne idée. Par exemple le personnage d'Anandil, joué par une actrice noire. Sauf que dans le livre, c'est une albinos. Donc littéralement, vous avez mis une minorité pour remplacer une minorité encore plus minoritaire. Génial. Et si jamais vous teniez à donner le rôle à une femme noire, vous savez que des femmes noires et albinos, ça existe, hein. Et là, bah, vous auriez fait d'une pierre deux coups. Enfin bon. Et évidemment, le cas de l'actrice d'Agatha. Je vous lis la description du personnage. L'horrible tignasse d'Agatha semblait enduite de pétrole. Sa robe noire, aussi informe qu'un sac à patates, laissait apparaître une peau atrocement pâle et des os saillants. Ses yeux globuleux de mouche ressortaient sur son visage émacié. Le principal accent qu'on met sur elle, en dehors de sa pâleur, c'est qu'elle est plutôt maladive, maigre et pas très jolie. Là encore, vous auriez pu prendre une actrice noire, mais qui ressemblait un peu plus à l'essence du personnage. Non, parce que si vous me dites que Sophia Willy est maigre, moche et maladive, va falloir qu'on discute. Pareil, truc très con, au début du film, on voit subrepticement une princesse en fauteuil roulant, qui n'apparaît que pour une scène. Voilà. Quel intérêt? Quitte à représenter le handicap dans le film, et vu qu'on modifie un peu le scénario, bah, pourquoi ne pas lui avoir donné un vrai petit rôle? Non, parce que là, littéralement, vous clignez un peu trop souvent des yeux, vous la voyez pas. Pour ce qui est des qualités, bordel, est-ce que c'était fun? Je suis le premier surpris, et vu que ma lecture date un peu, peut-être que des personnes qui ont lu le livre plus récemment vont être plus dubitatifs sur la vie. Mais j'ai trouvé le film très drôle, tous les acteurs sont excellents, notamment les deux principales qui sont à fond dans leur rôle. Quand on te dit ces meufs sont des amies d'enfance, eh bah tu y crois. Il y a des passages épiques, des moments plus émouvants, quelques scènes de baston aussi qui sont vraiment pas mal.
Il y a même des réflexions sur le principe de la dualité entre le bien et le mal, hein, comme quoi c'est pas si manichéen qu'on pourrait le croire, et le retournement de situation finale est très intelligent. Donc ouais, j'en suis le premier surpris, mais j'ai passé un excellent moment devant ce film. Il dure 2h30, je les ai pas vus passer. Donc quand on me dit que ce film est un succès sur Netflix, je comprends parfaitement pourquoi. C'est un excellent divertissement, et si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous encourage à le découvrir. Et si vous connaissez pas les livres, là pareil, je vous invite à les tester. C'est pas la même ambiance, hein. Le film est plus orienté adolescents et jeunes adultes, tandis que les bouquins c'est vraiment pour enfants. Mais ça reste quand même bien pensé, même si c'est pas parfait. Je m'attendais tellement pas à ça. L'histoire concerne une lycéenne qui choisit d'avoir un premier rapport non protégé avec son copain. Manque de bol, elle tombe enceinte en une journée. Pire encore, elle va très rapidement accoucher d'une menace qu'il va falloir éradiquer au plus vite avant qu'elle se répande. C'est une comédie d'action SF, et mis à part une ou deux blagues que j'ai trouvées ratées, l'essentiel des vannes passe vraiment bien. Il y a eu pas mal de scènes qui m'ont vraiment fait marrer, mais parce que tu les vois arriver, tu te dis en tant qu'adulte, tu fais non, c'est débile. Mais de la part d'adolescents shootés aux hormones, tu fais ouais, de leur point de vue, c'est logique en fait. C'est complètement con, mais c'est logique de leur point de vue. Un des principaux reproches que je ferai au film, c'est son générique de début, qui te raconte toute l'origine de la menace via des dessins aztèques. Et bah ça te spoil en fait. Même si je peux comprendre que c'est pas l'intérêt premier du film. À la limite, quand le film se termine, on pourrait se dire mais la source de problème elle est pas résolue en fait. C'est le gars il pourrait très bien coucher avec une autre meuf et recommencer le cycle en fait. Mais bon. J'ai étonnamment peu de choses à dire sur Snatchers, parce que le film se termine en 1h30, et l'intrigue est globalement assez simple en fait. Alors logique et pas idiote, mais simple. Et donc j'ai pas très envie de spoiler certaines blagues, déjà que je trouve que le film se spoil lui-même. Donc bref, si vous voulez vous marrer pendant 1h30, je vous recommande Snatchers sans hésiter. Attention ceci dit, c'est quand même assez gore. Avant de m'envoyer cette suite, je me suis revu le premier film, qui est toujours aussi génial, hein, dans le dessin, dans l'animation. Bon, l'histoire est relativement simple mais efficace. Chaque personnage est cool, l'humour est génial, bref. J'ai quasiment aucun reproche à lui faire. Éventuellement, j'ai un problème avec la force du caïd, hein, qui est censé n'être qu'un humain normal. La seule fois où Spider-Man s'est battu contre lui sans retenir ses coups, il l'a défoncé. Et à la limite, si on veut vraiment pinailler, on peut se demander pourquoi Spider-Gwen a réussi à remonter le temps et pas les autres. Passons maintenant à sa suite, et bordel, c'est quoi ce travail de ouf? Ah non mais je vous jure, niveau dessin et animation, c'est pas qu'on a passé un palier là, c'est qu'on a carrément pulvérisé le plafond de verre. Il y a tellement de styles mais ultra différents qui sont utilisés et qui pourtant se mélangent sans aucun problème. L'histoire est super cool, les persos et l'humour toujours aussi géniaux. Franchement, j'ai aucune idée comment ce serait possible de faire mieux. En tout cas, le troisième film, soit il pulvérise tous les records, soit ça risque d'être une énorme déception. Désolé, mais quand on met la barre aussi haut, soit on fait mieux, soit on se foire. Donc on va croiser les doigts. Alors, y a-t-il des défauts? Oui et non. Bon déjà, pinaillage personnel. C'est quoi ce cliffhanger de merde? Sérieux, je crois que j'ai rarement vu un film se couper à un tel niveau de tension pour nous imposer un à suivre. Même Matrix 2 se terminait pas aussi brusquement. Donc, si vous n'aimez pas les cliffhangers ou que vous ne supportez pas d'attendre avant d'avoir la fin d'une histoire, je vous conseille de ne pas regarder Across the Spider-Verse avant la sortie du prochain film, qui normalement devrait s'appeler Beyond the Spider-Verse. Par contre, on n'a pas de date. En vrai, entre New Generation et Across the Spider-Verse, il s'est passé 5 ans. Donc soit le film était trop long et ils ont coupé en deux pour finir tranquillement la troisième partie, ce qui du coup implique qu'il devrait pas trop tarder à sortir, soit Beyond the Spider-Verse ne sortira pas avant minimum 2028. Et encore en étant optimiste, hein, parce que la grève des acteurs de 2023 a foutu pas mal de projets en rade. Donc, pour ce qui est du défaut le plus objectif, au niveau de la VF, pourquoi avoir changé la doubleuse de Spider-Gwen? À la base, c'était Camilla Jordana dans New Generation, qui faisait un excellent taf, sauf qu'ici, elle a été remplacée par Shirin Boutella. Alors, Shirin Boutella fait un très bon boulot, hein, je dis pas le contraire. Par contre, c'est vrai que quand tu mates les deux films à la suite, la différence, ça s'entend, quoi. Autre défaut, mais là on va arriver sur des éléments de scénario, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de sauter à ce timecode.
Déjà, quand tu vois que Miles Morales réussit à échapper à l'ensemble des Spider-Man de tout le multivers, et qu'il n'y en a pas un seul qui parvienne ne serait-ce qu'à le ralentir, ouais, c'est un peu facile quand même. Et ensuite, j'ai un souci avec le multivers. On insinue que chaque univers doit obéir à une destinée précise. À savoir, chaque Spider-Héros doit perdre un être cher à un moment de sa vie. T'as Oncle Ben pour Peter Parker, leur père pour Spider-Gwen et Miles Morales, parce que sinon, leur univers s'autodétruit. Alors déjà, j'aurais tendance à dire que si le destin a décidé qu'il allait buter une personne, c'est pas parce que tu l'as sauvée une fois qu'elle est définitivement hors de danger. Mais bon, logique comics. On va maintenant passer au point problématique. Miguel a vu qu'un de ses homologues du multivers avait calanché, laissant sa famille en deuil. Ok, il s'y est donc introduit pour prendre sa place, ce qui a causé la destruction de cet univers. Donc c'est pas juste que la mort doit frapper, c'est le personnage ne peut pas être remplacé. Logique comics toujours, mais là ça commence à faire un peu bizarre. Je veux dire, c'est que si tu peux même pas remplacer un être cher, c'est que l'univers a décidé que ce serait comme ça et pas autrement. Et donc, ça sert à rien d'essayer de lutter contre. Puis vient la scène où Gwen revient dans son univers et retrouve son père. Celui-ci a démissionné de la police, n'étant pas devenu capitaine, il n'est donc pas mort, et pourtant, l'univers est toujours debout. Ah ouais, donc la destinée, elle est pas si importante que ça en fait. Littéralement, tu filoutes le truc en mode personne n'a rien vu là. Mais si c'est comme ça, je vois pas pourquoi Miguel pourrait pas remplacer son homologue. C'est vraiment ultra zarbe comme truc. Pareil avec l'univers 42. Si l'araignée a pas pu donner ses pouvoirs à son Spider-Man local, bah du coup la destinée est brisée, et du coup l'univers 42 devrait s'autodétruire. La seule explication qui me semblerait cohérente, c'est que ce serait le personnage de la Tâche qui se sert de cette logique pour détruire les univers sans se faire remarquer. Et là, ça pourrait justifier que le Capitaine Stacy échappe à son destin. Donc si j'ai raison, je viens de vous spoiler Beyond the Spider-Verse. Désolé. Sinon, moins dérangeant, mais ça m'a quand même fait tiquer, pourquoi on n'a pas plus de Spider-Gwen et de Miles Morales? On a une infinité de Peter Parker, mais ces deux-là, par contre, ça a l'air d'être les seuls du multivers. Donc bref, dans l'ensemble, je trouve le film très bon, mais il y a quand même bon nombre de petites failles assez chiantes. Maintenant, ça reste un très grand spectacle, et je vous conseille très fortement de le regarder. La découverte de ce film est très particulière. Je saurais même pas comment vous décrire le pitch sans risquer de trop spoiler. Pour résumer très grossièrement, il s'agit d'une uchronie, où le voyage dans le temps a été inventé dans les années 80, et où un agent temporel incarné par Ethan Hawke se met à traquer un terroriste. Et je vais m'arrêter là parce que, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop en savoir avant de se lancer dans le visionnage du film. Le fait est qu'un élément particulièrement original et bizarre, on va dire, englobe tout le film. J'avais appris ça il y a quelques années, et avec des potes, on en avait régulièrement discuté. Mais plus pour se dire, oula, c'est what the fuck, c'est bizarre, c'est perturbant, et en même temps un peu marrant. Mais je me disais quand même, pour partir dans un délire pareil, est-ce que le film pouvait vraiment être bon? J'ai donc découvert ce film en connaissant pratiquement toute son intrigue, et oui, le film est très bon. C'est perturbant, je peux pas vous en dire plus. Néanmoins, le concept est particulièrement innovant, et étonnamment, c'est bien filmé, c'est bien raconté, et on arrive assez facilement à rentrer dedans. Éventuellement, j'ai trouvé que certaines scènes vendaient un peu trop la mèche. J'ai peur que les spectateurs puissent deviner les révélations un peu trop tôt à cause de ça. Donc, si vous découvrez vous-même le film en étant vierge de toute info, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, ça m'intéresse. Donc bref, je vous encourage très fortement à découvrir Prédestination. L'histoire tourne autour de Sinbad le marin, qui est ici pirate et se voit pris dans les machinations d'Eris, déesse de la discorde, qui a pour projet de dérober le livre de la paix, l'artefact le plus important de la ville de Syracuse. Déjà, premier truc à dire, je trouve l'animation extrêmement bien foutue. On a plusieurs plans séquences où on va suivre un personnage qui fait tout un tas de mouvements ou d'acrobaties. Le décor marche totalement, il y a même un mélange 2D, 3D qui marche plutôt bien. La plupart du temps, ça rend super bien. Je rappelle que le film est sorti en 2003, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Bon, après, soyons honnêtes, le Kraken au tout début du film, ouais, lui, il est dégueulasse.
Mais ça a vraiment été le seul moment de tout le film où j'ai vraiment trouvé à me plaindre des images de synthèse. J'ai aussi adoré le personnage d'Eris, qui a vraiment des mouvements et des environnements qui sont divins. Dans le sens où c'est un être au pouvoir mais gigantesque, donc c'est logique qu'elle se déplace de façon à moitié matérielle, qu'elle change de taille régulièrement, qu'elle ait ses cheveux qui flottent constamment autour d'elle. Bref, le design et le comportement m'ont complètement bluffé pendant tout le film. Bon après je dois reconnaître que le final est assez prévisible. Pour ce qui est du doublage, il y a eu du star talent. C'est-à-dire qu'on a fait venir des vedettes pour doubler les personnages principaux, histoire de jouer sur leur célébrité plutôt que leur seule voix. Et autant Patrick Bruel pour incarner Sinbad, on peut se poser des questions, même si au final il est plutôt bon. En tout cas, j'ai pas eu de raison de critiquer son jeu. Par contre, j'en ai eu un peu plus pour Marina, parce que littéralement, la première phrase qu'elle prononce, j'ai fait « Ah, ça c'est Monica Bellucci ». Elle est pas mauvaise non plus, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que quand dans tout le casting, c'est la seule à avoir un accent, niveau implication, c'est pas génial. J'ai eu le même problème avec Shell dans Eldorado d'ailleurs. Bon après, petit regret perso, à la base, Sinbad le marin, c'est censé être un conte et un personnage totalement oriental. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une mythologie de ce milieu. Ce qui n'est pas du tout le cas vu qu'on utilise uniquement un bestiaire et de la mythologie grecque. Alors encore une fois, c'est pas dérangeant, mais c'est dommage. D'ailleurs, truc à savoir, quand on utilise la mythologie grecque dans la fiction, en général, 90% du temps, le grand méchant, c'est Hadès. Parce que c'est le dieu des morts et la mort c'est mal, voilà. Pour le coup, utiliser Eris, qui est la déesse de la discorde, donc littéralement c'est son rôle de foutre la merde, et bah c'était un très bon move. Donc si vous ne connaissez pas Sinbad, la légende des sept mers, eh bien je vous invite très fortement à lui laisser une chance. Je sens qu'il y en a tellement qui vont m'en vouloir d'avoir mis The Marvels dans le top 3 et pas Spider-Verse 2. Bref, va falloir qu'on m'explique. Vraiment. Spider-Man No Way Home a été poussé au rang de succès du box-office, alors que c'est une bouse sans nom, incohérente, irrespectueuse du matériau de base, et dépourvue de la moindre logique en dehors de faire plaisir aux fans. Par contre, The Marvels, qui réussit à être cool, épique, et qui réussit à flirter avec le fanservice sans pour autant nous noyer dedans, ça devient le pire flop Marvel de tous les temps! Mais il y a quelque chose qui va pas bien dans vos têtes, là, je comprends pas. C'est quoi? C'est le fait que ce soit 3 meufs dont 2 de couleur qui gênent? Les seules excuses que je peux accepter, c'est d'une part un ras-le-bol à l'égard des super-héros, et que beaucoup de gens ont l'air de développer à l'égard du MCU, ce que là je peux parfaitement comprendre. En même temps, la phase 4 nous a clairement pas offert que des chefs-d'œuvre, et pour bien appréhender The Marvels, il faut avoir vu Captain Marvel, qui était pas exceptionnel, on va pas se mentir, mais également les séries Miss Marvel et WandaVision, même si en l'occurrence les deux séries sont excellentes. Et encore, au début, on a un très rapide résumé de qui est Kamala Khan et d'où elle vient, et qui d'un coup se retrouve propulsée dans le MCU qu'elle connaît très mal. Et si quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement le MCU regarde The Marvels, bah il sera au même niveau que Kamala en fait. Il reçoit les mêmes infos qu'elle, et du coup bah il a toutes les clés en main pour comprendre le film, sans pour autant avoir besoin de regarder les autres films et séries. L'autre excuse valable que j'accepte, c'est la méchante. La Supremor, qui est complètement transparente. Je pense qu'elle est à peu près aussi fade que le méchant du premier Ant-Man. Si vous avez vu le premier Doctor Strange, l'antagoniste était joué par Matt Mikkelsen, acteur dont on ne présente plus de talent, mais on lui avait collé un rôle de méchant lambda et pas très intéressant. Et là, c'est l'inverse. L'origine et les raisons d'agir de la Supremor sont parfaitement crédibles et logiques en fait, mais on lui a refilé une actrice qui n'a pas un gramme de charisme. L'histoire donc, c'est que suite aux événements de Miss Marvel, les 3 héroïnes se retrouvent avec leurs pouvoirs imbriqués les uns dans les autres, ce qui va les amener à collaborer pour affronter leur nouvel ennemi. Quoi? J'ai jamais dit que le pitch allait briller par son originalité, hein. Au niveau des jeux d'acteurs, la meilleure, encore une fois, c'est l'actrice de Kamala Khan. C'est son personnage qui est le plus naturel, le plus enjoué, le plus expressif. Franchement, je l'adorais dans Miss Marvel, et je l'adore encore plus ici. Ça veut pas dire que les autres actrices sont mauvaises, c'est juste que Kamala les éclipse totalement. Les combats sont très bien foutus, très bien chorégraphiés, notamment avec le concept d'imbrication des pouvoirs. C'était un des principaux reproches que je faisais à Miss Marvel d'ailleurs. Je trouvais que les séquences de corps à corps étaient assez bof et pataudes. Et bah là pour le coup c'est très bien corrigé. Les effets spéciaux malheureusement souffrent toujours de gros défauts. Pas tellement sur les pouvoirs en eux-mêmes qui en soi passent plutôt bien. Mais alors quand on arrive avec, mini spoiler, les chats... Ah non, là ça faisait fake, c'était dégueulasse.
Pareil pour le scénario, c'est pas l'intrigue la plus innovante du MCU, il y a quelques facilités scénaristiques et un cahier des charges à respecter, mais j'ai pas vu de grosses incohérences et c'était globalement très cool à suivre. Et j'ai pas eu la sensation d'être pris pour un con. Et pour ceux qui crachent sur le film parce qu'ils aiment pas Captain Marvel, les défauts qu'on lui reproche en général c'est qu'elle est trop cheatée, en même temps c'est un peu le personnage, et qu'elle ne sourit jamais. Bon bah là, en l'occurrence, la pauvre se fait remettre à sa place au moins 2-3 fois dans le film. Elle sourit, elle rit et elle pleure. Donc là littéralement vous avez plus d'excuses. J'avais même entendu la critique du « Ouais mais y a pas de mec important, c'est... » Bah normal, c'est un film centré sur 3 super-héroïnes. Évidemment qu'on va pas ajouter Thor ou Hulk pour leur faire de l'ombre. Vous auriez dit quoi si en plein milieu de Iron Man t'avais eu une super-héroïne qui débarque en mode « Non laisse tomber je vais gérer quoi ». Le film est également très drôle. J'ai eu beaucoup de moments où j'étais complètement mort de rire devant les scènes. Et là pour le coup je vais pas être d'accord avec énormément de gens. Les films Marvel c'est des films d'action avec quelques vannes qui vont faire progressivement redescendre la tension. Ce qui devient vite très chiant. Hein, ce Thor Love and Thunder c'était une torture mais j'en pouvais plus tellement c'était forcé. Alors que dans The Marvels, ça marche mais tellement bien. Tous les gags fonctionnent, à aucun moment j'ai eu la sensation qu'on essayait de me forcer à rire. Vraiment c'était naturel. Et le passage comédie musicale. Il y a énormément de gens qui l'ont détesté, j'ai adoré. Le truc c'est absolument génial et j'étais mort de rire pendant tout le truc. Et je suis persuadé que c'est une critique du réalisateur faite à Disney. Vous voulez faire du Disney? Ok. Bah à partir de maintenant, Captain Marvel est une princesse Disney. Bah t'es enculé. Donc bref, si vous n'avez pas vu The Marvels, je vous incite très fortement à aller le voir. Non pas comme un potentiel Avengers avec un côté serious business, parce que là vous serez forcément déçus. Mais comme une comédie d'action qui réunit 3 super-héroïnes, et qui a juste pour but d'être fun. Et là, bah, je pense que vous passerez un excellent moment. Alors, là encore, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas fan de tout ce qui est épouvante horreur. Parce que j'ai toujours énormément de mal à rentrer dedans. À moins que l'histoire soit vraiment très bonne, réussir à me foutre les jetons avec un film, c'est quasiment mission impossible. The Autopsy of Jane Doe raconte l'histoire d'un médecin légiste et son fils qui vont devoir autopsier le corps d'une jeune inconnue, sauf que plus ils vont creuser, on va dire, plus il va se passer des phénomènes étranges. Et l'intrigue était vachement bien foutue. Et pour réussir à deviner la fin, bon courage, hein. Mais quand la révélation arrive, c'est satisfaisant. Si on accepte 2-3 jumpscares qui sont malheureusement assez prévisibles, hein, oui on sait qu'il va y avoir un truc qui va nous sauter à la gueule pour nous faire sursauter, c'est bon, on connaît. J'ai une petite pensée de compassion pour l'actrice qui joue Jane Doe, qui est le... Parce que quand même, passer tout le tournage à poil sur une table en métal, non seulement ça devait pas être agréable, mais en plus elle a dû sacrément se faire chier. Mais en dehors de ça, c'est suffisamment original et intelligent pour maintenir l'attention, et j'avoue que j'ai beaucoup accroché au délire. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien je vous invite à le découvrir. Par contre, on suit toutes les étapes d'une autopsie, hein, donc soyez prévenus, c'est assez gore par moment. Si vous n'êtes pas fan des tripes, soyez pas con, faites l'impasse. Sinon, c'est un très bon film d'épouvante, et je vous en recommande donc le visionnage avec plaisir. L'histoire se déroule au XVIIe siècle en Pays Basque. C'est plus ou moins en Espagne. On y suit plusieurs adolescentes du village d'Aquelarre, qui sont capturées et interrogées car accusées d'être des sorcières. Tout le métrage va donc se dérouler de leur point de vue, et surtout de la manière dont elles vont essayer de s'en tirer. C'est un excellent film. Franchement, il dure 1h30, à un moment j'ai dû mettre sur pause, j'en étais à 1 heure de visionnage, mais fait... Putain déjà? J'étais persuadé que j'avais lancé le film il y a 20 minutes. Alors, au début, j'avais un peu peur de tomber sur un torture porn à l'assaut, hein, parce que très clairement, un film où une nana se fait accuser de sorcellerie, surtout pour un film d'époque, en général, inquisition, sorcière, tu passes souvent par la case torture. Donc si c'est juste pour mater des meufs, se faire violenter pendant 1h30, non merci. Mais en fait, le scénario est beaucoup plus intelligent que ça. Les rares scènes de torture sont hors champ, et les héroïnes, enfin, surtout Anna, ont des réflexions très logiques sur le meilleur moyen de s'en tirer. Et beaucoup de scènes sont ultra bien foutues. Franchement, il y a eu des passages, mais je disais, mais c'est hypnotique, j'arrivais pas à en détacher le regard. Regret personnel pour le final. J'ai trouvé la conclusion un peu abrupte, parce qu'on ignore ce qui se passe après l'histoire, alors que pendant tout le métrage, t'as quand même des insinuations sur ce qui peut potentiellement se passer après. Et du coup, t'as envie de savoir si ça se produit ou pas. C'est le seul point que j'ai vraiment trouvé dommage. Pour le reste, tous les acteurs sont absolument
excellent. Le juge inquisiteur est une pourriture de première, hautain, arrogant, persuadé d'avoir raison. T'as les premiers interrogatoires où tu te dis mais putain, mais quoi que tu dises, quoi que tu fasses, de toute façon ça se retourne contre toi. C'est de la manipulation à outrance, histoire que tu sois coupable de toute manière. Et c'est justement ce point qui amène à la stratégie des gamines, qui en même temps communiquent super bien leurs émotions et leurs ressentis. T'as des scènes où j'ai explosé de rire, mais parce que les filles explosaient de rire, parce qu'elles sont en train de s'amuser entre elles pour décompresser. Réussir à faire rire avec un film sur un sujet pareil, c'est pas donné à tout le monde. Sinon, est-ce que c'est à déconseiller à un certain public? Franchement, je sais pas. Il y a rien de très violent, hein, comme je l'ai dit, tout ce qui est un peu hardcore, ça se déroule hors champ, donc tu le vois pas. Il y a quelques tétons qui apparaissent par moment, mais c'est pas du tout sexualisé. Bon, il y a un passage où Anna imite l'orgasme, et ça dure un certain temps, donc si vous êtes pudique, effectivement, cette scène peut vous déranger. Mais globalement, je pense que pratiquement n'importe qui peut le regarder sans trop de problème. Donc, en toute sincérité, je vous recommande très fortement le visionnage des Sorcières d'Akelarre. Voilà, on en a fini avec le top des films de 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous pour la prochaine sortie, les tops et les flops des jeux vidéo, qui, si tout va bien, devrait sortir la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, bonne année, et à bientôt à bord de l'Universalis. Sur ce, passons à l'analyse de mes... Sur ce, passons à la... C'est parce qu'elle a récupéré toute une esthétique... Le seul exemple concret... Le seul exemple complet... Mais putain, t'as des passages où tu as beaucoup de rajouts de dessins animés d'ailleurs. C'est fini, oui. Numéro 19, Oppenheimer, 2023. Et parce que si je dis 1923, ça va pas le faire. Mon Balou! Il était mon Balou. On va pas jouer avec les câbles, hein, s'il te plaît. Tu laisses Mowgli tranquille. Tout va bien. Il sait rien. J'ai rien fait tomber. Ça... Attends. Qu'est-ce que vous avez foutu encore? Il va falloir que j'insonorise la litière en plus. Des litières insonorisées, ça existe? T'as fini? Merci. Donc, si vous êtes tenté par le pitch et que les défauts que je vous ai cités... Donc... L'image des James Bond-like. L'image des James Bond... L'image des... Tu t'attends pas forcément à avoir autant de jus de groseille dans un film qui est censé être grand spectacle... Soif, mal à la gorge. Alors, là, juste pour préciser, hein, ça va bientôt faire 5 heures non-stop que je tourne. Donc j'ai un petit peu la voix qui commence à partir en cacahuète. Au point qu'il se rend régulièrement dans des réunions de personnes... Ah, putain. Ses yeux globuleux de mouche. Ses yeux globuleux. Ses yeux globuleux de... Je vais pas y arriver. Donc ouais, franchement, Donc... Doucement. Niveau dessin, animation et tout le toutin, c'est pas qu'on a passé un palier, là. C'est qu'on a... C'est pas qu'on a... J'ai pas éternué. Ou que vous ne supportez pas d'attendre avant la voix. Ah, putain. Autre défaut, mais là, on va... Hey. En l'occurrence, The Autopsy of Jane Doe raconte l'histoire d'un médecin légiste. Ah, putain. Et je vous en... Sinon, c'est un très bon film d'épouvante, et qui sont hypnotiques. J'arrive même pas à décrocher les gars. Réussir à faire rire sur un film avec... Réussir à faire rire... Aïe, aïe, aïe.